bonjour à vous tous. Ça me rajeunit d'être devant vous parce que j'ai enseigné au lycée il y a encore plus longtemps que quand j'avais Joseph comme étudiant. Donc voilà. Alors on va parler du pardon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet du pardon, je voudrais commencer par poser 4 types de culpabilité et ensuite, à la fin de notre parcours, on se demandera par rapport auquel le pardon a un sens. Alors ces 4 types de culpabilité, je les prends dans un livre d'un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'appelle Karl Jaspers. Et c'est un livre sur la culpabilité allemande. C'est quelqu'un qui a écrit ce livre, il était allemand lui-même, et il a écrit donc après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il distingue comme premier type de culpabilité, on va mettre juste les mots-clés sur ce petit tableau, ici, et on reviendra dessus. Donc la première, donc culpabilité, je mets juste C, criminel. Je ne sais pas si vous voyez, mais sinon, est-ce que vous voyez? Oui. Donc alors, la culpabilité criminelle, c'est lorsqu'il y a un fait qui a été objectivement noté et on sait qui est le coupable de ce fait, et cette culpabilité donc criminelle, elle va être jugée devant un tribunal. Mais, ça c'est important pour notre question, que le criminel regrette son acte ou ne le regrette pas, ce n'est pas ça qui compte. Là, ici, ce qui compte, c'est surtout l'acte qui est fait, l'acte criminel tel qu'il est posé, et donc on ne s'interroge pas spécialement sur ses motivations. La deuxième qu'il distingue, c'est la culpabilité, donc c'est toujours politique. Dans cette culpabilité politique, tout à l'heure on reviendra aussi parce que vous verrez ça pose beaucoup de questions à l'heure actuelle dans plusieurs pays du monde, en Afrique en particulier, mais aussi en Amérique latine. Cette culpabilité politique, elle consiste dans les actes qu'ont fait des hommes d'État, l'État, qui sont donc des actes qui sont répréhensibles, et le fait que les citoyens d'un tel État ne peuvent pas se dire absolument non concernés par ce que leur État a fait. Et ça, on reviendra sur ça tout à l'heure, c'est très important dans les pays où il y a, ce sera un peu ma conclusion tout à l'heure en fin de parcours, où il y a ce qu'on appelle des commissions vérité et réconciliation, lorsqu'il y a eu des actes très répréhensibles, affreux, criminels même, dans des États donnés. Encore une fois, on peut penser au Rwanda en Afrique. Il se trouve un autre pays que je connais un petit peu, le Pérou, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres pays d'Amérique latine également. Troisième type de culpabilité que distingue Jaspers, c'est la culpabilité morale. Alors, à première vue, ça va être sans doute celle qui va nous intéresser le plus par rapport à la question du pardon. Dans la culpabilité morale, intervient ce qui n'intervient pas dans la première, c'est-à-dire la conscience de ce que j'ai fait. La conscience de ce que j'ai fait et éventuellement un sentiment par rapport à ce que j'ai fait de regret, de remords, de repentir. Je reviendrai sur ces 3 mots tout de suite après, qui donc va se bouleverser la conscience. Et ici, nous sommes là vraiment dans une conscience individuelle. Une conscience individuelle, et dans la question du pardon, eh bien, ça sera une question centrale de savoir justement si il y a une possibilité pour celui qui est animé par une conscience de la faute qu'il a commise et qui va demander pardon, on reviendra tout de suite sur ce que ça signifie, eh bien, peut être délié de sa faute.
Le pardon, ça va être toujours d'essayer de délier la personne de sa faute. Non pas nier qu'il l'a commise, mais la délier de sa faute, c'est-à-dire considérer, comme dit un autre philosophe qui est Paul Ricoeur, tu vaux mieux que ta faute. Et donc là, ça sera dans la conscience morale. Et Jaspers distingue, alors ça nous sera peut-être un peu difficile tout à l'heure de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette autre culpabilité, il distingue une culpabilité métaphysique. Ça va être compliqué pour notre question du pardon. Ce qu'il appelle culpabilité métaphysique, en fait, c'est l'idée que, en tant qu'être humain, quelle que soit notre place dans une société ou dans le monde, nous ne pouvons pas nous dissocier de ce qui arrive aux autres êtres humains. Et donc même si nous n'avons pas commis de culpabilité criminelle, même si nous n'appartenons pas à un pays qui a commis des actes politiquement répréhensibles, et même si nous n'avons pas nous-mêmes posé un acte moral qui serait répréhensible, en tant qu'être humain, ce qu'il appelle métaphysique, donc au-delà de la physis, au-delà de la nature, cette culpabilité-là, elle nous habite en tant qu'être humain et du fait que nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas nous désolidariser de ce qu'il arrive aux autres êtres humains. Et Jaspers la relie à un sentiment que certains peuvent avoir, d'avoir la conscience de Dieu par rapport donc à cette culpabilité-là. Mais même si on ne la relie pas à Dieu, je pense qu'on peut tout à fait penser cette culpabilité numéro 4. Alors, maintenant, je vais surtout m'intéresser d'abord à la troisième. Non, oui, si, c'est ça, la troisième. Donc, me demander comment elle peut se manifester. Alors, j'ai dit, cette troisième, elle peut se manifester par, d'une part, je vais reprendre, ça s'appelle le remords, première chose. Elle peut se manifester par le regret et elle peut se manifester par le repentir. Ça, c'est des erreurs mal faits. Et voilà, donc trois voilà. Et on va ensuite se demander lequel des trois peut avoir un rôle par rapport au pardon. Alors, si je regarde le remords, je vais prendre comme exemple, je ne sais pas si vous avez lu cette tragédie de Shakespeare, mais je vous conseille de la lire, ça serait la tragédie de Macbeth. C'est une tragédie de Shakespeare dans laquelle le roi Macbeth et la reine, je ne vais pas tout raconter l'histoire, allez donc la lire, et décident d'assassiner un certain Banquo qui est donc l'ami du roi pour s'en débarrasser, pour garder le pouvoir, tout ce que vous voulez. Et puis, donc voilà, ils ont réussi. Et en fait, la culpabilité qu'ils éprouvent, ils éprouvent une culpabilité. Ils savent que cet assassinat est un assassinat et que cet assassinat est répréhensible. Il y a quand même dans toute conscience humaine cette idée « tu ne tueras pas ». Bon, tu ne tueras pas, mais bon, ils l'ont transgressé. Et alors, c'est une pièce très intéressante sur le remords, parce qu'on voit, ils ont cette conscience d'être coupables, mais cette culpabilité se manifeste simplement par le fait qu'ils sentent en eux que cette faute est comme collée à eux, qu'ils ne peuvent absolument pas s'en dissocier. Et si on a ce sentiment de remords, de sentiment qu'une faute colle à nous comme si c'était notre identité la plus profonde, on ne va pas aller demander pardon. C'est une impossibilité ici. Le remords, c'est ce qui nous punit. Il nous punit tous lui-même, le remords. On se sent très mal de cette... voilà, c'est une punition.
mais c'est une punition qui ne débouche sur rien. Alors, dans la pièce de Shakespeare, vous avez en particulier le personnage de Lady Macbeth, qui est peut-être encore plus terrible que son mari, et qui a le sentiment qu'elle a une tache sur les mains et qu'elle essaie de les laver, et jamais cette tache ne s'en va. Donc ça, c'est un exemple de remords. Je vous cite sur cette question du remords un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, duquel je m'inspire ici. C'est un philosophe qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, qui a écrit beaucoup de réflexions sur la philosophie morale en particulier. Et il dit ceci, le remords, c'est la faute elle-même. La faute non résolue, devenue consciente et par suite douloureuse. Donc, il n'y a pas de distance entre la faute et moi. C'est la faute qui habite entièrement ma conscience. C'est la faute qui s'est inscrite en moi de façon absolument indélébile et qui me rend malade. C'est pourquoi je disais à l'instant, le remords est une punition. On dit, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, bourrelet de remords. Donc, bourrelet de remords, c'est une expression qui existe en français, c'est une forme de désespoir. C'est une forme de désespoir, et le désespéré ne va pas demander pardon. Il se condamne lui-même. Vous avez un autre exemple de ça, pour citer un autre contexte que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est dans la Bible. Au livre de la Genèse, la première mort dans la Bible, je ne sais pas si vous savez ça, mais ça ne va pas vous réjouir, la première mort dans la Bible, c'est un assassinat. C'est un frère qui tue un autre frère. Caïn tue Abel. Donc voilà, la fraternité commence par un fratricide. Et Caïn, ayant tué Abel, est lui aussi pris de remords. Pris de remords, et il y a un merveilleux poème de Victor Hugo que vous devriez lire, vous le trouvez sur Internet sans aucun problème. Si vous mettez Victor Hugo Caïn, c'est le nom de celui qui a et alors Caïn qui essaye de fuir partout pour vraiment chasser ce sentiment justement de remords qui le poursuit absolument partout. Il a le sentiment que ça vire en délire, il a le sentiment qu'il y a un œil qui le regarde partout, Puis il finit par mourir, et la conclusion du poème de Victor Hugo, et l'œil était dans la tombe qui regardait Caïn. Il n'y a pas d'issue. C'est un très beau poème, je vous conseille vous pouvez le trouver sans problème. Très beau poème, justement, de la faute qui vous poursuit, même jusque... Et c'est le désespoir, c'est la tragédie du désespoir qui n'a absolument aucune chance donc, de parvenir à demander pardon. Donc voilà la possibilité. Donc c'est pas seulement être coupable, pour finir sur le remords et passer au regret, c'est pas seulement être coupable, c'est le sentiment qu'on sera coupable à jamais. On sera coupable à jamais. Maintenant, c'est notre destinée d'être coupable à jamais. C'est notre destinée. D'où ce poème de Victor Hugo, « Et l'œil est dans la tombe qui regarde Caïn », donc jusqu'à la fin. Alors, maintenant, donc, là, pardon ne marche pas, ici. Dans le regret, je regrette. Le regret, ça consiste à vouloir que ce qui a été n'ait pas été. Donc, ça, c'est compliqué, parce que ce qui a été a été. Donc, le regret, différemment donc, du remords, porte sur le passé. Le remords, justement, il porte sur toute ma vie, comme si toute ma vie, j'étais censée porter cette faute jusqu'à la tombe, alors que le regret, il porte sur le passé. Je voudrais, et évidemment dans toute impuissance, que ce qui a été ne se soit pas passé. Alors on peut se faire des petits scénarios dans sa tête sur comment ça pourrait être autrement. Souvent,
le regret, plutôt que de passer au repentir, qui va nous intéresser plus, le regret, souvent, dans le meilleur des cas, essaye de trouver des circonstances atténuantes pour apaiser sa conscience. Et alors, on a, et ça c'est très compliqué par rapport à la question du pardon, on a une attitude qui consiste à dire oui, mais, c'est-à-dire, il y a des circonstances qui ont pesé sur moi, qui ont pesé sur ma vie, des circonstances difficiles, sociales, psychologiques, etc. Et donc, je n'étais pas absolument libre quand j'ai posé mon acte. Et donc, voilà. Bon. Alors, si on joue cette carte, alors là, c'est aussi très difficile par rapport à la question du pardon. Parce que si moi j'accepte que quelqu'un me dise, voilà, je regrette, mais a pesé sur moi des circonstances difficiles, un déterminisme psychologique, sociologique, des circonstances donc, auxquelles j'ai pas su faire face. À ce moment-là, cette personne qui se conduit de cette façon-là, elle n'est pas en train de demander pardon. Elle est en train de se trouver des excuses. Et se trouver des excuses, ce n'est pas demander pardon. C'est essayer de situer son acte dans un contexte qui l'explique. Et essayer de poser son acte dans un contexte qui l'explique, c'est sans désolidariser, mais en voulant que le contexte en soit responsable à ma place. Ça peut aller bien sûr très loin, ça peut aller de petits exemples quotidiens, absolument d'ordre de la banalité des jours, mais ça peut être aussi, dans des cas infiniment plus terribles, des cas où des criminels, je pense à des criminels d'ordre politique même, qui disent « mais c'était le contexte, moi si j'ai fait les actes horribles qu'on me reproche, c'est parce que j'ai obéi aux ordres et j'ai fait ce qu'on me demandait. » Peut-être savez-vous que ça a été la ligne de conduite de beaucoup de criminels nazis lors des procès qui leur ont été faits. Aucun d'entre eux n'a éprouvé apparemment de remords, ni de véritables regrets d'ailleurs, mais ils ont cherché des excuses. Des excuses, peut-être regrettaient-ils, mais il y avait un réseau d'excuses, un contexte de domination politique, un contexte où on n'osait pas dire non, un contexte où il nous semblait que on ne pouvait pas faire autrement, et donc au fond, un contexte dans lequel on avait mis sa liberté sous le boisseau, et donc on demandait finalement l'indulgence. Donc ici, dans ce cas-là, on ne demande pas pardon, on demande l'indulgence. Et demander l'indulgence, ce n'est pas demander pardon. C'est une thèse qui peut souvent avoir plein de figures dans notre société, et dans lequel, au fond, eh bien, on insiste sur le fait que, au fond, peut-être vous auriez fait la même chose. Derrière ça, il y a souvent cette idée-là. Peut-être vous auriez fait la même chose. C'est-à-dire, au fond, on renvoie à celui qui vous dit « donnez des explications », vous auriez fait la même chose. Je ne suis pas du tout sûre de partager cette thèse, mais peut-être on pourra en discuter tout à l'heure ensemble si ça vous intéresse. Alors, il reste le dernier point, donc le repentir. Alors, repentir, ce n'est pas du tout la même chose. Repentir, c'est justement un véritable retour sur ce que l'on a fait, mais pour accepter la responsabilité de ce qu'on a fait et pour le reconnaître et éventuellement donc en demander pardon. Donc le repentir, c'est assumer sa responsabilité
et être donc capable ensuite de demander pardon. Alors, sur les sources de ces pensées, il y en a beaucoup, mais là, ici, par rapport à Remords, donc je vous ai parlé de la tragédie de Shakespeare, mais il y en a bien sûr d'autres. Je vous ai montré le texte de la Bible sur le désespoir, et puis donc sur le regret, donc toutes les explications d'ordre sociologique, psychologique, etc. En fait, une explication rationnelle, essayer de trouver des raisons à mon acte, même s'il est répréhensible. Et le repentir, on le trouve en particulier dans la Bible juive et dans la Bible chrétienne, l'idée qu'il y a une responsabilité donc, des êtres humains, mais s'ils ont fait un acte répréhensible, ils ne sont pas condamnés, contrairement au remords, à s'enfermer dedans. Et il y a deux conditions au repentir, à mon avis. Ne pas s'enfermer dans la faute, c'est-à-dire résister au désespoir en se disant « je ne vaux rien, c'est ce que j'ai fait, voilà, ma vie est désormais absolument fichue, si je puis dire, et voilà, je suis à jamais voué à marqué par cette faute, comme l'a dit Macbeth, c'est une tâche qui sera indélébile. » Donc, pour qu'il y ait repentir, il faut échapper au désespoir du remords, mais il faut aussi échapper à un autre risque qui est d'être content de ce qu'on a fait. Il y a aussi une possibilité d'être content de ce qu'on a fait, de le revendiquer. Il y a l'orgueil humain qui n'accepte pas de reconnaître en effet ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une possibilité. Alors maintenant, on va passer plus directement au pardon, proprement dit, et voir par rapport à notre tableau où et quand il peut jouer. Alors, d'abord, je procède négativement, ce que n'est pas le pardon. Donc je mets ça comme ça. Ce qui n'est pas le pardon, c'est pas l'oubli, c'est pas l'amnésie, et c'est pas non plus l'amnistie. Donc première contrefaçon éventuelle du pardon, qui consisterait à le confondre avec l'oubli, l'amnésie. Allez, on n'en parle plus, c'est fini. Bon, ça vaut peut-être pour des petits trucs, évidemment. On n'en parle plus, c'est fini. Donc ça s'appelle l'oubli, ou encore, comme dit Yankelevitch, dont je parlais tout à l'heure, l'usure du temps. Avec le temps, bon, allez, voilà, ça va, quoi. On va plus en parler. Alors, l'usure du temps, pourquoi c'est pas possible? Parce que l'usure du temps, comme si le temps était lui-même un acteur. Or, le pardon, c'est un acte d'une personne qui le demande et d'une autre qui le donne. C'est un acte avec deux acteurs, l'un qui demande et l'autre qui donne. Et c'est un acte où deux libertés sont en relation. Si je dis l'usure du temps fera qu'on aura oublié, ça peut bien sûr arriver, mais ça n'a rien à voir avec le pardon. Le pardon, ça va être un événement. Quelque chose se passe qui marque une rupture. Là, l'usure du temps, l'oubli, l'amnésie, pas du tout. Il fait simplement que le temps passe et c'est tout. Et alors, j'ai ajouté amnistie dans la liste ici, parce que ça concerne souvent d'ailleurs les questions politiques. L'amnistie, ce n'est pas moi-même qui décrète une amnistie, mais c'est souvent un gouvernement qui décrète l'amnistie, par exemple en disant que certains actes, même affreux, qui ont été commis, disons, je ne sais pas, il y a 20 ans, eh bien, on déclare qu'ils sont amnistiés, on ne peut plus les poursuivre. Et le même Yankelevitch dont je vous ai parlé a écrit un petit livre qui s'appelle « L'imprescriptible »,
imprescriptibles, c'est-à-dire ce que ne peut pas prescrire, ce qu'on ne peut pas dire, ah ben non, ça maintenant c'est trop tard, il aurait fallu s'en occuper plus tôt. Donc c'était au moment, c'était 20 ans après la découverte des camps nazis, et il y avait en France, il y avait le désir de certaines autorités politiques de décréter que, voilà, c'était affreux ce qui s'était passé, mais maintenant ces actes étaient prescrits, ça veut dire on pouvait plus les poursuivre. Et Jankélévitch a écrit un petit pamphlet très rude qui s'appelle « L'imprescriptible » en disant « il n'en est pas question ». Et surtout, le problème que pose l'imprescriptible ou une amnistie décrétée par un pouvoir politique, c'est cette amnistie ou cette, décrétée par le pouvoir politique, elle passe outre ceux qui ont subi l'outrage ou les descendants de ceux qui ont subi l'outrage. Elle décide à leur place. Or, un point sur lequel je vais revenir immédiatement, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de pardonner à ma place. Et donc, une amnistie, c'est un pouvoir politique qui s'arroge le droit donc, de décréter que ces actes-là ne sont plus, on ne peut plus les poursuivre, on ne peut plus les juger. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le même ordre que l'oubli individuel ou l'amnésie individuelle, c'est-à-dire après un certain temps, c'est fini. C'est comme si le temps lui-même avait gommé, effacé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ou encore, pour employer une métaphore que vous connaissez sans doute, quand on parle de « ah ben, il m'a fallu du temps pour digérer une offense », vous voyez, comme si on digérait le mal qui nous est fait. Ben, je crois qu'il ne faut pas digérer du tout. Et donc, c'est cette métaphore de la digestion, voilà. Puis on a digéré, et puis voilà. Alors ça, c'est une autre possibilité. L'autre chose qui n'est pas le pardon, j'en ai dit un mot d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'excuse. Pardonner, ce n'est pas excuser. Souvent, dans le vocabulaire courant, on dit excusez-moi, pardonnez-moi, bon, comme si c'était pareil. Pas pareil, parce que quand on dit l'excuse, c'est qu'on s'intéresse à toutes les circonstances qui ont pu conduire la personne à agir de telle ou telle façon. Donc une excuse, elle est plutôt d'ordre intellectuel. On essaye de trouver intellectuellement les raisons d'un comportement. Les raisons d'un comportement, et donc on cherche des excuses. Donc c'est une démarche plutôt intellectuelle, mais ce n'est pas un acte de la liberté qui pardonne l'acte lui-même. Et puis enfin, et après comme ça on aura déblayé le terrain, pardonner, ce n'est pas vouloir avoir la paix. Si je dis je pardonne parce que moi je veux continuer à pouvoir vivre tranquille, ce n'est pas un pardon. C'est simple parce que ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à soi. On peut avoir le désir en effet que sa vie ne soit pas poursuivie par un sentiment de vengeance ou par un sentiment de ruminer l'offense qui nous a été faite, mais vouloir avoir la paix, c'est pas pardonner. Vouloir avoir la paix, c'est vouloir vivre tranquillement. J'ai entendu récemment un exemple de ça qui me semblait extrême. C'était une femme qui avait, dont le mari avait été assassiné au Pérou, à la période extrêmement violente du Pérou. Vous vous rappelez pas de ça parce que c'est des bébés non nés sans doute quand vous êtes à cette époque. Même, oui, très certainement. Il y avait une période extrêmement violente entre 1980 et 2000. Un groupe qui s'appelait le Sentier Lumineux, qui était un groupe maoïste et qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et donc, il y a dans ce pays une commission, justement, Vérité et Réconciliation, pour
comment on peut vivre ensemble maintenant. Et alors, un des témoignages, c'était une femme dont le mari avait été assassiné, mais elle ne savait pas par qui. Donc, il avait été assassiné, elle ne savait pas par qui. Et alors, elle disait, je pardonne pour pouvoir vivre tranquillement, enfin, vivre en paix avec sa conscience. Moi, ça me semble, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est un pardon adressé à qui, on ne sait pas, elle ne le sait pas elle-même. Donc, elle peut décider de vouloir ne pas cultiver la haine en elle-même, ça on peut très bien le comprendre, mais vouloir ne pas cultiver la haine en soi-même, ne pas vouloir cultiver le sentiment de revanche en soi-même, ce n'est pas la même. Et donc essayer d'avoir la paix, ce n'est pas pardonner. C'est d'un autre ordre, qui est respectable. Je ne juge bien sûr pas une telle attitude, mais c'est d'un autre ordre. Alors passons au pardon lui-même. Enfin, on en a déjà un peu parlé, mais donc, le pardon, il va relier deux personnes. Et voilà, la question est aussi de savoir, est-ce que ce pardon, il doit, mettons, je suis l'offensé et quelqu'un donc m'a offensé. Qui doit prendre l'initiative? Est-ce que l'initiative doit venir de celui qui demande pardon, ou est-ce que l'initiative doit venir de celui qui donne le pardon? Alors, la thèse de Yankelevitch, c'est elle doit venir de celui qui demande pardon. S'il ne demande pas pardon, c'est-à-dire justement il a le sens de ce qu'il a fait, il s'en impute la responsabilité, il reconnaît sa liberté malgré d'éventuelles conditions difficiles, et il vient et il me demande pardon. Alors à ce moment-là, je peux répondre. Mais si la personne ne demande pas, si elle s'enferme dans une des positions qu'on a évoquées, alors à ce moment-là, mon pardon n'a pas de sens, et non seulement il n'a pas de sens, mais il peut même être contre-productif, en ce sens que si je dis à quelqu'un d'extrêmement violent, extrêmement agressif, qui a fait des choses terribles, je te pardonne, et lui, il n'a rien demandé, eh bien, on peut considérer que pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là? Donc ça peut être un encouragement à la violence. Voilà, ça c'est une position dont je me sentirais proche à première vue. Mais je voudrais prendre un autre exemple. Là aussi, je me réfère à la littérature. Ça quand même, je suppose que vous avez lu ce livre, ou un peu... c'est un gros livre, Les Misérables de Victor Hugo. Là, on a un contre-exemple. Dans Les Misérables de Victor Hugo, que je vous conseille de lire, c'est un très 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 beau livre, il y a Jean Valjean, qui est quelqu'un qui sort du bagne, quelqu'un qui a été mis au bagne pour 20 ans pour avoir volé une miche de pain pour nourrir sa famille, enfin, pas sa sœur et les enfants de sa sœur plus exactement. Donc, et 20 ans pour ça, il y a de quoi de devenir agressif. Bon, et il sort enfin au bout de ses 20 ans et il est hébergé la nuit, je vais vite ici, chez un certain évêque, Monseigneur Myriel, qui lui offre le gîte, le couvert, une belle chambre et tout. Et la nuit, il se lève, il vole des chandeliers et des couverts en argent et il s'en va. Bon. Il est rattrapé par la police et la police le ramène chez l'évêque en question et il dit, voilà, on a trouvé votre voleur. Et l'évêque en question dit, ah mais je te les avais donnés, puis tu n'as même pas tout pris, ça aussi je voulais te le donner. Et donc, voilà, il lui pardonne et lui dit, tu m'as promis de devenir meilleur. Je ne cite pas la phrase exacte, mais ça, tu m'as promis de devenir meilleur. Il n'a rien promis du tout. Mais cette phrase va l'habiter tout le long de sa vie. Et si vous lisez le roman, encore une fois, je vous le conseille, si vous lisez le roman, cette phrase va
conduire tout le reste de sa vie, son attitude vis-à-vis de tous ceux qu'il rencontre. C'est-à-dire, ici, et c'est un autre mot que je voudrais introduire sur le mot de pardon, au fond, ce pardon-là, même s'il n'est pas demandé, et parce qu'il n'est pas demandé, peut-être encore plus, c'est un pari. C'est un pari. Je parie, par mon attitude, que cet homme, eh bien, va changer. Mais ce pari, du moins chez Victor Hugo, et on le voit dans plusieurs de ses livres, ce pari se base sur une chose très 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 précise, très 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 importante. Ce pari, c'est qu'il y a... Je peux faire ce pari parce que, dit Victor Hugo, là encore je le dis avec mes mots, mais l'idée est là, il y a dans chaque être humain une étincelle de bonté. Cette étincelle de bonté, elle est souvent asphyxiée, malmenée, maltraitée par les circonstances, par une vie difficile. Mais si on lui donne un peu d'air, elle va à nouveau grandir et elle va à nouveau se manifester. Et c'est ça le pari de Hugo par rapport donc à Jean Valjean. Voilà. Et dans beaucoup de ses textes, on voit ça. C'est une idée qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, la création est d'abord déclarée bonne, et puis ensuite, les hommes se conduisent de façon très négative. Vous prenez simplement la Genèse, mais, très important, tout ce mal que nous faisons les uns et les autres, ne peut pas absolument étouffer cette première étincelle de bonté qui reste là, mais qui peut être malmenée. Ça, c'est le pari de celui qui pardonne ici. À l'inverse, certains disent « Oui, mais ce n'est pas comme ça. » Là, je vous laisse choisir votre vision du monde. Je vous dirai ma préférence si vous le voulez. Mais certains disent, alors je me réfère à un autre écrivain qui a été dans le goulag stalinien et qui a beaucoup souffert, qui s'appelle Chalamov. Et lui dit non. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Et il y a un fond mauvais. Vous voyez, là, une vision beaucoup plus pessimiste de l'être humain. Il y a un fond absolument mauvais, ou une liberté méchante, comme aurait dit aussi Yankelevitch. Un fond mauvais, une liberté méchante. Et la société, elle arrive à canaliser ce fond. Et elle arrive à faire en sorte qu'il ne se manifeste pas. Mais dans certaines circonstances, et c'est de quoi il parle puisqu'elle a été au goulag, et ben elle se manifeste à nouveau, avec tout l'odieux qui peut être la sienne. Donc là, vous avez deux paris totalement différents. Le premier, celui de Hugo, c'est qu'au fond, à ce moment-là, mon pardon, il va donner une chance à celui qui ne le demandait même pas. Dans le second cas, si on a une vision du monde comme Chalamov, ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça ne pourra faire en sorte que renforcer la violence en se disant ce type qui me pardonne, ça, bon, voilà, il est stupide. Alors je voudrais ajouter, Joseph, il reste combien de temps? Hein? 10 minutes, oui. Donc, je voudrais ajouter encore une autre difficulté. Une autre difficulté. La difficulté est la suivante. Et alors, celle-ci, elle est bien mise en évidence par un philosophe qui s'appelle Lévinas, dont vous avez peut-être entendu parler. La difficulté est la suivante, parce que là, dans le cas de l'évêque, c'est assez simple. C'est lui l'offensé, on lui a volé ses couverts et tout ça. On a trahi son hospitalité, c'est encore plus grave quand même. Mais c'est lui l'offensé. Mais le problème avec le pardon, c'est que parfois, celui qui est offensé n'est plus là. Celui qui a été tué
voilà, n'est plus là. Donc, qui a titre pour pardonner? Est-ce que vous pouvez pardonner l'offense qui a été faite à votre voisine si elle ne peut pas pardonner? Bon, je vous laisse le soin de régler vos affaires. Voilà. Qui a titre pour pardonner? Et ce que montre Lévinas, et ça je crois que c'est exact, même sans aller sur des cas extrêmes d'assassinat et de mort, mais une offense terrible qui est faite à quelqu'un, elle touche quelqu'un, mais elle touche aussi, par ricochet, sa famille, son avenir, ses proches, ses amis. Donc, si même la personne pardonne, et même si la personne demande pardon, est-ce que l'un ou l'autre est capable de mesurer le mal qui a été fait? Ça, c'est très difficile. En admettant que je demande pardon de l'offense que j'ai faite à quelqu'un, mais est-ce que je sais jusqu'où le mal a été? Est-ce qu'il n'a pas touché les enfants de la personne que j'ai offensée? Est-ce qu'il n'a pas touché sa famille? Est-ce qu'il n'a pas touché ses amis? Et ce mal est de génération en génération, souvent. Et ça, c'est très, très problématique, justement, dans les commissions vérité et réconciliation dont je parlais, où souvent, ceux qui ont été victimes ne sont plus là, et le mal s'est répandu ailleurs. Il s'est répandu ailleurs sur des gens qui ont perdu leur soutien de famille, etc., etc. Donc, il y a un résidu de mal. Il y a un résidu de mal qui reste impardonnable. Et impardonné parce que ce n'est pas possible et parce que notre conscience n'arrive pas à le mesurer. Et donc, ça, c'est une aporie, c'est-à-dire une difficulté qu'on ne peut pas résoudre, une aporie du pardon. Voilà, le pardon n'a pas d'efficace par rapport à ces restes de mal qui se poursuivent et qui parfois se transmettent de génération en génération. Et donc, il n'y a pas de sens à ça. Un dernier mot, donc, pour avoir le temps de discuter, un dernier mot donc, sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les commissions de vérité et réconciliation, dont je vous ai dit qu'elles concernent surtout cette dimension politique ici, donc, qui existe en particulier après le génocide du Rwanda. Il y a eu ces commissions, il y a eu en Afrique du Sud également avec l'apartheid, et puis il se trouve que j'ai un peu de connaissances par rapport à l'Amérique du Sud aussi également après. Donc ces horreurs qui ont des milliers de morts, bon, ici. Alors ça, on voit bien que dans ces commissions de vérité et réconciliation, ceux qui demandent... il y a des difficultés. Première difficulté, certains qui ont commis des crimes demandent pardon, mais la conscience n'y est pas. Ils demandent pardon parce qu'ils savent qu'ils vont sortir de prison s'ils demandent pardon. Et dans les écrits que j'ai pu lire, en particulier sur le Rwanda, les gens croisent donc les Hutus ayant tué les Tutsis, donc un génocide, Hutu contre Tutsis. Les Tutsis rencontrent sur leur chemin, les Tutsis rescapés, devrais-je dire, rencontrent sur leur chemin les Hutus qui ont assassiné leurs proches. Alors, parce qu'ils ont pu sortir sous prétexte de réconciliation. Personnellement, il me semble que cette réconciliation est très très problématique. Et dans les témoignages que j'ai pu lire, dans des beaux livres de Jean Asfeld, magnifiques livres de témoignages, on voit bien que les gens disent, voilà, je croise sur mon chemin un tel, et en fait, il n'est pas du tout, il regrette rien, il n'a aucun remords, il n'a aucun regret, il n'a aucun repentir. Voilà, il est sorti de prison, c'est tout ce qu'il demandait, et c'est tout. Et il y a je me rappelle de mémoire, une femme Tutsi qui rencontre comme ça celui qui a assassiné toute une partie de sa famille. Elle dit, mais cette douleur qui est la nôtre, elle va se transmettre sans réparation de génération en génération. Et le mot réparation est très important ici. La réparation, ce n'est pas le pardon. Et donc peut-être que ces commissions de réconciliation
leur travail n'est pas de pardonner, mais de réparer ce qui peut l'être. Et puis, dernier mot qu'il faudrait ajouter, de rendre justice. Parce qu'un pardon simplement tout azimut, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ça n'a pas de sens. Et ça laisse la voie à justement des souffrances qui ne sont pas apaisées, des rancœurs qui ne sont pas apaisées, et puis de la violence qui reste toujours possible. Alors, une des excuses que donnent les Tutsis, c'est de dire « Ah oui, mais les Hutus, pardon, donnent, c'est de dire « Ah oui, mais les Tutsis aussi, ils ont fait des choses pas bien. » Alors ça, c'est absolument insupportable. Vous voyez, là, ici, vous avez la tentation qui est classique, absolument classique quand on ne veut pas reconnaître ses fautes, c'est de dire « Ah ben l'autre aussi, il a fait des fautes. » C'est possible. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des fautes que vous avez le droit d'en faire vous aussi, pour commencer. Et c'est vouloir absolument une symétrie qui est fausse. Et une symétrie qui est fausse et qui consiste à vouloir mettre sur le même plan le bourreau et la victime. Et donc ça, je crois qu'il faut absolument maintenir l'exigence d'une asymétrie, en un seul mot, entre bourreau et victime. Ça ne veut pas dire que les victimes sont des êtres absolument parfaits, peu importe, mais ça, c'est un point tout à fait important. Et donc, pour terminer mon propos et vous laisser la parole, donc je dirais là, ici, lorsqu'on est dans le cas donc, du politique, il faut réintroduire cette dimension de la réparation. Alors, une réparation, elle peut se faire de multiples façons, mais elle peut exister sans pardon. Mais par contre, je crois qu'elle ne peut pas exister sans justice.